La critique de la raison pure de Kant, une œuvre clé de la philosophie, mais souvent perçue comme complexe. Aujourd'hui, nous allons démystifier cette réflexion et découvrir pourquoi elle reste essentielle pour comprendre les limites et les forces de notre raison. Partie 1. Pourquoi Kant critique la métaphysique? La métaphysique, c'est la philosophie qui s'interroge sur les grandes questions, l'existence de Dieu, l'âme ou l'origine du monde. Mais Kant observe que ces débats, souvent passionnés, aboutissent rarement à des réponses définitives. Pourquoi? Parce qu'ils dépassent l'expérience humaine. Selon Kant, la raison pure, lorsqu'elle s'aventure au-delà des limites de l'expérience sensible, produit des idées contradictoires. Par exemple, le monde a-t-il une origine ou est-il éternel? La raison peut défendre les deux réponses, mais aucune ne peut être vérifiée. Ces contradictions sont ce que Kant appelle les antinomies de la raison pure. Partie 2. Kant et les limites de la connaissance. Alors, jusqu'où la raison peut-elle aller? Kant propose une solution. Pour produire une connaissance fiable, il faut partir de l'expérience sensible. Tout commence par nos sensations, ce que nous voyons, entendons, touchons. Ensuite, notre entendement intervient pour organiser ces données, les structurer et leur donner un sens. Par exemple, pour reconnaître une rose, il faut combiner son parfum, sa couleur et sa forme. Cependant, cette connaissance reste limitée à ce qui peut être expérimenté dans l'espace et le temps. Les concepts abstraits comme Dieu ou l'âme échappent à cette expérience et, selon Kant, restent donc inconnaissables. Partie 3. Une révolution copernicienne. Kant propose un renversement radical en philosophie. Avant lui, on pensait que la connaissance devait refléter une réalité absolue. Kant renverse cette idée. C'est notre esprit qui structure le monde et construit le savoir. C'est ce qu'il appelle l'idéalisme transcendantal. Ainsi, la connaissance n'est pas un miroir de la réalité, mais une construction humaine, influencée par la manière dont notre esprit perçoit et organise les choses. Partie 4. Raison théorique et raison pratique. Kant ne rejette pas complètement la raison pure, il distingue simplement son rôle dans deux domaines. La raison théorique se concentre sur la connaissance du monde, mais reste limitée par l'expérience. La raison pratique, elle, s'intéresse à l'action et à la moralité. Même si nous ne pouvons pas prouver l'existence de concepts comme la liberté, nous pouvons les vivre à travers nos choix et nos actions. Dans ses œuvres suivantes, comme la critique de la raison pratique, Kant explore comment la raison peut guider nos actions et nos valeurs. En résumé, Kant nous invite à redéfinir notre rapport au savoir. Il nous rappelle que notre raison, bien qu'extraordinaire, a ses limites. Mais loin d'être une faiblesse, ces limites nous permettent de mieux comprendre notre place dans le monde. Avec Kant, la connaissance devient une aventure humaine, un dialogue constant entre ce que nous percevons et ce que nous construisons. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions ou souhaitez approfondir un aspect, partagez-les dans les commentaires. À bientôt pour une nouvelle exploration philosophique. Avant la spécialisation des sciences, Aristote étudiait la nature dans sa globalité sous le nom de philosophie naturelle. Cela englobait la physique, la biologie, l'éthique et même la métaphysique. Exemple, Aristote a étudié les mouvements des corps célestes et les comportements des animaux, des domaines qui seraient aujourd'hui classés sous la physique et la biologie. Logique formalisée. Aristote est le premier à avoir établi des règles explicites pour structurer les raisonnements. Il a créé une méthodologie pour distinguer un raisonnement valide d'un raisonnement invalide. Exemple, le syllogisme, un raisonnement logique typique formalisé par Aristote. Prémisse 1. Tous les hommes sont mortels. Prémisse 2. Socrate est un homme. Conclusion. Socrate est mortel. Logos. Définition. Le mot logique vient du grec logos, qui signifie raison, discours ou parole. En logique, il s'agit d'un discours rationnel visant à convaincre par la raison. Exemple, si l'on argumente qu'il est impossible que deux objets occupent le même espace au même moment, ce raisonnement est basé sur le logos car il repose sur une analyse rationnelle. Axiome. Ce sont des principes évidents acceptés sans démonstration sur lesquels repose tout raisonnement logique. Exemple,
Le principe A égale A, principe d'identité, est un axiome fondamental. On l'accepte comme une vérité de base, sans besoin de justification. Principe de la logique. Principe d'identité. Une chose est identique à elle-même. Exemple, une pomme est une pomme. Si vous dites qu'une pomme est une orange, vous sortez du cadre logique. Principe de non-contradiction. Une chose ne peut pas être et ne pas être en même temps. Exemple, une porte ne peut pas être simultanément ouverte et fermée. Principe du tiers exclu. Une chose est soit vraie soit fausse, sans position intermédiaire. Exemple, une lumière est soit allumée, soit éteinte. Elle ne peut pas être partiellement allumée dans un cadre binaire. Validité. Vérité. Validité. Qualité d'un raisonnement où la conclusion découle correctement des prémices. Vérité. Conformité des prémices et de la conclusion à la réalité. Exemple. Raisonnement valide, mais faux. Tous les poissons volent. Prémisse fausse. Les dauphins sont des poissons. Donc, les dauphins volent. Raisonnement valide, mais faux. Raisonnement invalide, mais vrai. Les chiens ont 4 pattes. Mon chat a 4 pattes. Donc, mon chat est un chien. Raisonnement invalide, bien que la première prémisse soit vraie. Sophisme et paralogisme. Sophisme, raisonnement fallacieux avec une intention de tromper. Exemple. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que vous êtes contre le progrès. C'est un faux dilemme. Paralogisme. Définition. Raisonnement incorrect, mais sans intention de tromper. Exemple. Dire que tous les quadrupèdes sont des chiens est un paralogisme si la personne croit sincèrement que c'est vrai. Prémices. Ce sont les propositions de base sur lesquelles un raisonnement est construit. Exemple. Prémisse 1. Tous les oiseaux ont des plumes. Prémisse 2. Les moineaux sont des oiseaux. Conclusion. Les moineaux ont des plumes. Métaphysique de l'être. La logique repose sur l'idée que les choses ont une identité stable dans un moment donné. Exemple. Si je dis « cet arbre est un chêne », je considère cet arbre dans un instant précis, sans prendre en compte son éventuelle transformation en bois de chauffage dans le futur. Distinction. Contenu matériel et logique formelle. La logique formelle s'intéresse à la structure des raisonnements et non à la véracité des prémices ou des conclusions. Exemple, structure logique. Si je travaille dur, alors je réussirai. Je travaille dur, donc je réussirai. Contenu matériel. Si le soleil brille, alors il fait jour. Le soleil brille, donc il fait jour. Ici, la structure est valide et le contenu matériel, les faits, est également vrai. Bienvenue dans cette exploration fascinante de l'évolution de l'épistémologie ou la philosophie de la connaissance scientifique. Vous n'avez jamais entendu ce mot? Pas de panique. Nous allons le démystifier ensemble, étape par étape, en découvrant comment, au fil des siècles, l'humanité a cherché à comprendre comment elle comprend. Les débuts, les premières réflexions philosophiques. Notre voyage commence il y a des milliers d'années, avec les philosophes présocratiques. Ces penseurs se passionnaient pour la nature et les mystères de l'univers, mais ne se demandèrent pas encore comment ils savaient ce qu'ils savaient. C'est Platon qui pose la première grande question. Qu'est-ce que la science? Il propose une idée surprenante. Selon lui, la connaissance est innée, un souvenir du monde des idées, un monde parfait que notre âme aurait connu avant notre naissance. Aristote, le père de la méthode scientifique. Puis vient Aristote, l'élève de Platon, qui change la donne. Pour lui, la science n'est pas innée, mais construite par l'observation et la raison. Il introduit une méthode logique, décomposer les phénomènes complexes et utiliser des raisonnements déductifs, comme des puzzles, pour découvrir les lois de la nature. Le Moyen Âge. La science prend forme. Le Moyen Âge voit émerger des esprits brillants comme Roger Bacon et Francis Bacon, séparés par des siècles mais unis dans leur critique d'Aristote. Ils insistent sur l'importance de l'expérimentation et des mathématiques. Leur approche, identifier et surmonter les biais humains et sociaux qui bloquent la découverte de nouvelles connaissances. Un peu comme si l'on disait « Arrêtez de croire tout ce que vous pensez savoir et testez vos idées ». Rationalisme contre empirisme. Le grand débat. Les XVIIe et XVIIIe siècles marquent une bataille intellectuelle épique. D'un côté, les rationalistes, comme Descartes, croient que la raison seule suffit pour atteindre la vérité.
De l'autre, les empiristes, comme Locke, affirment que tout savoir vient de nos sens. Locke imagine même l'esprit humain comme une table rase sur laquelle s'écrivent nos expériences. Mais ce débat se complique avec l'arrivée d'un homme sceptique, David Hume. Hume et Kant. Une révolution dans la pensée. Hume, un empiriste sceptique, pointe un problème majeur. L'observation ne prouve rien. Voir un soleil se lever chaque jour ne garantit pas qu'il se lèvera demain. Kant, influencé par ce défi, propose une synthèse brillante. Il affirme que la connaissance commence avec l'expérience, mais que l'esprit humain structure cette expérience à l'aide de concepts innés comme la causalité. C'est une véritable révolution copernicienne. Ce n'est plus nous qui nous adaptons à la nature, mais la nature qui s'adapte à nos façons de penser. Le XXe siècle, remise en question des certitudes. Avec les révolutions scientifiques, comme la relativité ou la mécanique quantique, tout est bouleversé. Karl Popper apporte un concept clé. Pour être scientifique, une théorie doit être réfutable. Autrement dit, elle doit pouvoir être mise à l'épreuve. Thomas Kuhn, quant à lui, montre que la science progresse par grandes révolutions. Un paradigme, ou cadre de pensée, domine jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un autre. Les défis des sciences humaines et sociales. Enfin, nous arrivons aux sciences humaines et sociales, où la méthode scientifique classique se heurte à des limites. Ici, pas de laboratoire parfait, ni d'expérience répétable. Les facteurs culturels et humains rendent la recherche complexe, mais passionnante. Comment garantir l'objectivité dans ces domaines? Un débat toujours ouvert. De Platon à Popper, de l'empirisme au rationalisme, l'épistémologie raconte notre quête de sens et de vérité. Une quête qui ne s'arrête jamais, car chaque question mène à une nouvelle. Alors, la prochaine fois que vous vous demandez comment vous savez ce que vous savez, vous penserez peut-être à ces grands penseurs qui, eux aussi, cherchèrent des réponses. Et voilà, une plongée dans l'histoire de la connaissance résumée pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, partager et poser vos questions en commentaire. À bientôt pour une nouvelle aventure dans le monde des idées. Hegel et la dialectique, un apprentissage dynamique. La philosophie n'est pas un manuel à mémoriser, mais une aventure à vivre. Hegel nous invite ici à une danse, celle des idées qui se heurtent, se transforment et nous élèvent. Prête à plonger dans ce mouvement perpétuel? Une danse des idées. Imaginez une graine. Observez cette graine. Elle semble minuscule, fragile. Pourtant, en luttant contre la terre et les tempêtes, elle devient un chêne. Hegel dirait « C'est ainsi que naît la vérité, non en évitant les conflits, mais en les traversant. » La vérité n'est pas une statue immuable. La vérité n'est pas un monument figé. Elle est comme cette rivière. Elle contourne les rochers, absorbe les obstacles et trace son chemin. Rien ne se perd, tout se transforme, murmure la dialectique. La vérité n'est pas un trésor caché. Chercher la vérité, ce n'est pas déterrer un coffre. C'est semer une forêt dans l'orage. Chaque éclair, chaque rafale nourrit sa croissance. Le chaos, c'est le terreau de la clarté, nous souffle Hegel. Connaissance. Construire en déconstruisant. Apprendre, c'est accepter de démonter ses propres Legos. Hier, vous étiez sûr que la Terre était plate. Aujourd'hui, Galilée la voit ronde. Le savoir est un chantier toujours ouvert, rappelle la dialectique. L'erreur, un détour nécessaire. L'erreur n'est pas une impasse. Au XVIIIe siècle, le phlogistique était une fausse piste qui a conduit à la chimie moderne. Se tromper, c'est déjà éclairer une partie du chemin, nous enseigne Hegel. Et si l'échec était une étoile polaire? L'erreur n'est pas un mur, mais un détour. Imaginez un randonneur perdu dans une forêt. Ce qu'il croit être une impasse le mène à une clairière insoupçonnée. Pour Hegel, se tromper, c'est déjà tracer une partie du chemin vers la vérité. Hegel disait « Une erreur,
c'est une vérité en formation. L'erreur est une vérité en gestation, rappelle Hegel. L'erreur n'est pas une fin, mais un pont, murmure la dialectique. La vérité, une synthèse vivante. Une idée, thèse, rencontre son contraire, antithèse. De ce choc naît une synthèse, plus riche, plus subtile, comme les droits humains nés des révoltes contre l'esclavage. La vérité est un feu qui renaît de ses cendres, murmure Hegel. Exemple concret, l'adolescence. À 15 ans, mes parents ont tort. À 30 ans, ils avaient parfois raison, mais à ma façon. L'adolescence, ce laboratoire dialectique, transforme la révolte en sagesse. La vérité n'est jamais une fin de parcours. La vérité ne se clôture pas. Elle est comme ce feu de camp. Ses braises s'éteignent, mais une étincelle rallume un foyer plus grand. Chercher, c'est déjà trouvé, nous rappelle la dialectique. Transformer les pierres en pont. Une crise, ce n'est qu'un ordre en gestation. Imaginez un potier. Ses mains malaxent la terre grise, ratent, recommencent jusqu'au vase parfait. Le déséquilibre est le premier pas vers l'équilibre, chuchote Hegel. Vertu de la dialectique, une crise est comme un incendie de forêt. Elle ravage, mais prépare le sol pour une vie plus résiliente. Le chaos n'est que de l'ordre en gestation, explique Hegel. Et si vos tempêtes semaient des graines de sagesse. Métaphore, le papillon et le cocon. Regardez ce papillon lutter pour sortir de son cocon. Aideriez-vous en coupant la soie? Non. Sans cette lutte, ses ailes resteraient atrophiées. La contradiction est le vent qui fortifie nos ailes, murmure Hegel. Les échecs ne sont que des ébauches de la réussite, dit la dialectique. Vos pierres d'aujourd'hui peuvent devenir les ponts de demain. Après un tremblement de terre, des ruines deviennent les fondations d'une ville nouvelle. Hegel nous chuchote. Le désordre est un ordre qui ne s'est pas encore révélé. Devenez alchimiste de vos contradictions. Les conflits ne sont pas des murs, mais des portes. Hegel nous invite à danser avec nos contradictions, comme ce funambule dont le déséquilibre maîtrisé devient grâce. La vérité n'est pas un diamant, mais une flamme à entretenir, conclut-il. Et vous, quel feu allumerez-vous? Les conflits ne sont pas des impasses, mais des carrefours. Deux routes divergent dans un bois. Au lieu de choisir, Hegel vous invite à créer un sentier entre elles. Les contradictions sont des invitations à inventer, rappelle la dialectique. La vérité n'est pas un diamant à trouver. Les scientifiques considèrent la conscience comme un phénomène mesurable lié à l'activité du cerveau. Grâce à des outils comme l'imagerie cérébrale, ils cherchent à comprendre quels mécanismes neuronaux sont impliqués dans les pensées et perceptions conscientes. Cette recherche a mené à la notion de corrélats neuronaux de la conscience, CNC, c'est-à-dire les parties du cerveau activées lorsque nous vivons des expériences subjectives. Cependant, une grande question demeure. Comment ces processus physiques, comme des signaux électriques et des connexions entre neurones, produisent-ils une sensation aussi intime et personnelle que la conscience? Cet écart entre ce que l'on peut observer et ce que l'on ressent est souvent appelé le problème difficile de la conscience. Le problème difficile de la conscience, en anglais Hard Problem of Consciousness, est une expression introduite par le philosophe David Chalmers en 1995. Il désigne une énigme fondamentale. Comment et pourquoi des processus physiques dans le cerveau, comme l'activité des neurones et des connexions synaptiques, donnent-ils lieu à des expériences subjectives? Quand vous regardez un coucher de soleil, vous voyez des couleurs, ressentez une émotion et vivez une expérience unique. La science peut expliquer comment la lumière atteint vos yeux,
comment les signaux sont transmis au cerveau et quelles zones cérébrales s'activent. Mais ce que la science ne peut pas encore expliquer, c'est pourquoi cette activité cérébrale produit une expérience consciente, ce ressenti intérieur qu'on appelle parfois la qualia, les qualités subjectives de nos perceptions. Certains scientifiques pensent qu'avec des recherches plus avancées, nous finirons par comprendre comment le cerveau produit la conscience. Pour eux, ce n'est qu'une question de temps. D'autres estiment que la conscience n'est pas entièrement réductible à des processus physiques et pourrait venir d'un autre domaine, comme l'esprit ou l'âme. Une théorie émergente propose que la conscience est une propriété fondamentale de l'univers, tout comme la gravité ou l'énergie. Selon cette idée, chaque élément de la matière possède une forme primitive de conscience. Une hypothèse plus récente propose que la conscience pourrait avoir un lien avec la physique quantique. Selon cette théorie, des phénomènes quantiques, comme l'effondrement de la fonction d'onde, pourraient être à l'origine de l'expérience consciente. L'effondrement de la fonction d'onde est un concept clé en mécanique quantique, une branche de la physique qui étudie les comportements des particules à très petite échelle, comme les électrons et les photons. Ce phénomène est étroitement lié à la manière dont les systèmes quantiques passent d'un état incertain à un état défini lorsqu'ils sont observés. Lorsque la particule est observée ou mesurée, elle choisit un état précis parmi ceux possibles. La fonction d'onde, qui décrivait auparavant une superposition d'états, s'effondre alors pour ne conserver qu'un seul état. Ce phénomène est appelé effondrement de la fonction d'onde. Exemple. Avant de regarder, un électron peut être décrit comme étant partout à la fois dans une zone donnée, superposition. Dès qu'on mesure sa position, il est observé à un endroit spécifique et la superposition disparaît. Certains théoriciens, comme dans les hypothèses quantiques spirituelles, suggèrent que la conscience humaine pourrait jouer un rôle dans l'effondrement. Des approches comme l'interprétation des mondes multiples proposent que l'effondrement n'a pas lieu et que tous les états possibles coexistent dans des univers parallèles. L'effondrement de la fonction d'onde reste donc un mystère fascinant, à la frontière entre physique, philosophie et métaphysique. Certains scientifiques suggèrent que des structures microscopiques dans les cellules cérébrales, appelées microtubules, pourraient jouer un rôle dans ces processus. Bien que cette idée soit encore très spéculative et sujette à débat, elle illustre à quel point la conscience défie nos compréhensions traditionnelles. Les avancées en intelligence artificielle, IA, posent des questions fascinantes sur la nature de la conscience. Les machines peuvent aujourd'hui exécuter des tâches complexes, comme apprendre, raisonner ou même créer des œuvres d'art. Cependant, ces capacités ne signifient pas qu'elles sont conscientes. Les chercheurs explorent donc les différences fondamentales entre l'intelligence humaine et la performance des machines. Cette quête soulève des questions éthiques et philosophiques. Comment savoir si une machine, un jour, devient véritablement consciente? Et quelles seraient les implications de cette découverte? Les philosophes examinent la conscience sous des angles très variés, allant des hypothèses purement matérielles à des concepts métaphysiques. La conscience comme illusion. Selon certaines visions matérialistes, la conscience n'est qu'une sorte de tromperie créée par notre cerveau pour organiser les informations complexes. La conscience comme réalité fondamentale. L'idéalisme propose que tout ce que nous percevons, y compris le monde physique, découle de la conscience elle-même, qui serait la base de la réalité. Dualisme. Cette théorie distingue deux dimensions, le corps physique et l'esprit ou l'âme. Ces deux aspects seraient séparés mais interdépendants, bien que le lien exact entre eux reste inexpliqué. Ces perspectives philosophiques offrent des interprétations riches mais souvent contradictoires, révélant la difficulté de définir précisément ce qu'est la conscience. Certaines traditions spirituelles, notamment issues de la philosophie orientale, considèrent la conscience comme une essence fondamentale, présente partout et en tout. Selon ces courants, la conscience n'est pas un produit du cerveau, mais une lumière intérieure qui illumine toutes les expériences, qu'elles soient physiques ou mentales. Cette approche invite à l'introspection et au développement personnel pour mieux comprendre la véritable nature de l'esprit.
En explorant notre conscience intérieure, nous pourrions transcender la souffrance et accéder à une forme de paix ou de réalisation spirituelle. Selon les points de vue, la conscience est définie différemment. Pour certains, elle est simplement l'expérience subjective de vivre, ressentir et percevoir. D'autres pensent qu'elle est un spectre. Les formes de vie et même les machines pourraient posséder différents degrés de conscience. Dans certaines traditions, la conscience est vue comme une lumière intérieure autolumineuse, toujours présente et constante, révélant tout ce que nous vivons. Ces définitions montrent combien la conscience peut être perçue différemment selon les disciplines, sans qu'aucune explication ne soit universellement acceptée. Que l'on l'étudie par la science, la philosophie ou la spiritualité, la conscience demeure un mystère fascinant. Chacune des approches apporte des éléments de réponse tout en soulevant de nouvelles interrogations. Ce voyage intellectuel et spirituel nous invite à explorer non seulement le monde extérieur, mais aussi les profondeurs de notre propre esprit. Les aspects de la vie humaine, dépendant de notre volonté selon Épictète. Dans le manuel, Épictète, célèbre philosophe stoïcien, divise le monde en deux catégories, ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Mais alors, que contrôlons-nous réellement? Voici ce qu'Épictète identifie comme dépendant de notre volonté. Nos pensées, nous avons le pouvoir de choisir ce que nous pensons. Nos impulsions, c'est à nous de décider si nous suivons ou non nos instincts. Nos désirs, nous pouvons orienter ce que nous désirons et choisir comment gérer ces envies. Nos aversions, nous sommes libres de décider ce que nous n'aimons pas et comment nous y réagissons. Nos jugements, les événements n'ont pas de sens en eux-mêmes. C'est notre interprétation qui leur en donne un, notre attitude face aux événements. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui arrive, mais comment nous choisissons d'y répondre. Concentrons-nous sur ce qui est sous notre contrôle. En maîtrisant ces aspects, nous nous rapprochons de la liberté et du bonheur véritable. Le bonheur et la liberté selon Épictète. Pour Épictète, la clé du bonheur est simple. Distinguons ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Ce qui dépend de nous, nos pensées, nos désirs, nos jugements. C'est ici que réside notre pouvoir. Ce qui ne dépend pas de nous, notre santé, notre richesse, notre réputation, ou encore les circonstances extérieures. Son enseignement est clair. Ne gaspillez pas votre énergie sur ce que vous ne pouvez pas changer. Cultivez la vertu et la raison. Quelques principes essentiels. L'importance du jugement. Les événements ne sont pas bons ou mauvais en soi. Ce qui nous trouble, c'est notre opinion à leur sujet. Le détachement. Les possessions matérielles ou le statut social sont fragiles. S'y attacher, c'est perdre sa liberté. L'acceptation. Ce qui arrive fait partie d'un ordre universel. En l'acceptant, nous trouvons la sérénité. La pratique de la vertu, courage, justice, tempérance et sagesse, ces qualités sont les piliers d'une vie libre et heureuse. Épictète illustre ses idées avec des métaphores frappantes. Le banquet. Prenez ce qui vous est offert, sans désirer ce qui ne l'est pas. Le théâtre. Jouez le rôle qui vous est donné avec excellence, sans contester le choix du rôle. Quelques pratiques concrètes inspirées par Épictète. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez. Mettez votre énergie dans vos pensées et vos actions, et non dans les circonstances extérieures. Acceptez l'incontrôlable. Ne luttez pas contre la nature ou le destin, mais trouvez-y un sens. Modérez vos désirs. En désirant moins, vous souffrez moins. Redéfinissez vos opinions. Ce n'est pas la mort ou l'échec qui vous fait peur, mais l'idée que vous vous en faites. Voyez l'adversité comme une opportunité. Chaque obstacle est une chance de renforcer votre esprit. En suivant ces préceptes, nous devenons les maîtres de notre liberté intérieure, indépendants des caprices du monde extérieur. En résumé, le bonheur selon Épictète n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes. Travaillons à cultiver notre esprit, à vivre en accord avec la nature et à accepter ce que nous ne pouvons changer. C'est ainsi que nous trouverons la sérénité et la vraie liberté. Né en 1724 dans une modeste famille d'artisans de Königsberg,
Emmanuel Kant grandit dans un environnement humble, mais imprégné de rigueur morale. Ses parents, fervents adeptes du piétisme, lui inculquèrent des valeurs de discipline et de dévotion. Enfant curieux et studieux, Kant fréquente des écoles piétistes, où l'éducation repose sur une foi introspective et austère. Mais déjà, le jeune Emmanuel semble se distinguer. Il montre une fascination pour la logique et la réflexion rationnelle. À 16 ans, sa soif de savoir le conduit à l'université de Königsberg. Là, il découvre un monde nouveau, celui de la liberté intellectuelle, loin des contraintes religieuses strictes de son enfance. Ce passage marque un tournant décisif dans sa vie. Bien que d'origine modeste, le jeune étudiant impressionne par son esprit et sa détermination. Cependant, la route n'est pas sans embûches. La mort de son père oblige Kant, alors âgé de 22 ans, à trouver rapidement un revenu pour subvenir aux besoins de sa famille. Il devient précepteur, un métier qu'il trouve ingrat, mais qui lui permet de poursuivre ses études. Pendant 6 années, il enseigne aux enfants des familles aisées, tout en développant son propre savoir. Après cette période, il entame une carrière de professeur privé à l'université de Königsberg, où il enseigne la philosophie, la géographie et d'autres matières. C'est aussi l'époque où il commence à écrire, progressivement, les œuvres qui marqueront l'histoire de la pensée. Mais derrière cet intellect brillant se cache un homme d'habitude. Kant suit une routine quasi mécanique. Il se lève, travaille et prend sa promenade quotidienne à la même heure, si bien que les habitants de Königsberg ajustent leurs horloges à son passage. Hypocondriaque, Kant est obsédé par sa santé. Chaque aspect de sa vie est méticuleusement contrôlé, car il craint tout déséquilibre. Sa routine stricte reflète son désir d'ordre, tant dans sa vie que dans sa philosophie. Il refuse même des opportunités prestigieuses à l'étranger, préférant rester dans le cadre familier et rassurant de Königsberg. La lecture occupe une place centrale dans son existence. Un jour, rompant avec sa routine, il se précipite pour acheter un livre de Rousseau. Cette anecdote, rare dans la vie si ordonnée de Kant, révèle l'impact profond qu'ont les idées de Rousseau sur sa pensée. Mais qu'a donc apporté Kant au monde ? L'une de ses œuvres majeures, La critique de la raison pure, explore une question fondamentale. Que pouvons-nous savoir et comment ? Kant distingue 2 dimensions. Les phénomènes, ce que nous percevons, et les noumènes, la réalité ultime, inaccessible à nos sens. Selon lui, notre esprit organise l'expérience à travers des filtres innés, comme l'espace et le temps. Cette vision révolutionnaire marque un tournant dans la philosophie occidentale. Kant propose une synthèse entre le rationalisme, qui privilégie la raison, et l'empirisme, qui s'appuie sur l'expérience. Aujourd'hui encore, sa pensée inspire la philosophie des sciences et d'autres disciplines. Kant a passé toute sa vie à Königsberg, mais son esprit a voyagé bien au-delà. Il a repoussé les limites de la connaissance humaine et influencé des générations de penseurs. Sa vie simple et méthodique, mêlée à une pensée complexe et visionnaire, illustre l'équilibre parfait entre routine et réflexion. Le linguiste nord-américain Noam Chomsky a élaboré une liste des 10 stratégies de manipulation à travers les médias. Nous la reproduisons ici. Elle détaille l'éventail, depuis la stratégie de la distraction, en passant par la stratégie de la dégradation, jusqu'à maintenir le public dans l'ignorance et la médiocrité. La stratégie de la distraction. Détourner l'attention du public des sujets importants en saturant l'espace médiatique avec des informations insignifiantes ou distrayantes. Créer des problèmes, puis offrir des solutions. Introduire une crise ou un problème, réel ou exagéré, pour ensuite proposer une solution qui aurait été difficilement acceptée en temps normal. La stratégie de la gradation. Faire accepter une mesure inacceptable en l'appliquant progressivement, par petites étapes, sur plusieurs années. La stratégie du différé. Faire accepter une décision impopulaire en la présentant comme nécessaire, mais pour le futur, ce qui permet de désamorcer l'opposition immédiate. S'adresser au public comme à des enfants. Utiliser un discours infantilisant pour minimiser la capacité de réflexion critique des gens.
faire appel à l'émotion plutôt qu'à la réflexion, encourager des réactions émotionnelles fortes pour contourner l'analyse rationnelle, maintenir le public dans l'ignorance et la médiocrité, décourager l'accès à l'éducation et à la connaissance critique afin de limiter la capacité des masses à se révolter, encourager le public à se complaire dans la médiocrité, valoriser des comportements médiocres comme normaux ou même désirables, remplacer la révolte par la culpabilité, faire croire aux individus qu'ils sont seuls responsables de leurs problèmes, détournant ainsi l'attention des véritables causes sociales ou économiques. Connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Utiliser les avancées en sciences comportementales et en psychologie pour influencer et manipuler les comportements humains. La voix silencieuse des savoirs perdus. Il était une fois un monde riche de 1000 savoirs, chaque culture façonnant ses propres façons de comprendre le ciel, la terre et l'âme humaine. Dans les vastes déserts africains, les anciens de l'empire Songhai comptaient les étoiles pour guider leurs voyageurs. Sur les terres fertiles d'Andalousie, les érudits arabo-musulmans combinaient mathématiques et poésie pour explorer l'univers. Et dans les forêts épaisses d'Amérique, les civilisations précolombiennes tissaient des mythes qui portaient en eux la mémoire des âges. Mais un vent froid venu d'Occident souffla sur ce monde diversifié. Ce vent que l'histoire appelle aujourd'hui épistémicide n'était pas seulement une conquête physique, mais une conquête des esprits et des idées. Là où il passait, il imposait une seule vérité, celle d'une science et d'une culture occidentale, supposées supérieures. Ce fut le début d'une ère où les savoirs non occidentaux furent réduits au silence, effacés ou dénigrés. En 1492, Christophe Colomb découvrit l'Amérique. Mais que découvrait-il réellement? Pas des terres vides, mais des peuples vibrants de traditions, des langues riches et des cultures anciennes. Pourtant, ces mondes furent écrasés et leur savoir enterré sous les livres d'histoire des vainqueurs. Cette même année, la Reconquista espagnole mit fin à des siècles de coexistence culturelle en Andalousie, éradiquant les traces d'un savoir islamique qui avait illuminé l'Europe. Le silence des savoirs perdus s'installa progressivement dans les bibliothèques et les universités. Les chercheurs du Sud, porteurs d'héritages millénaires, furent marginalisés. Leurs idées, considérées comme folkloriques ou locales, furent reléguées au rang de curiosité, sans jamais atteindre la scène académique mondiale. Pendant ce temps, les académiciens occidentaux revendiquèrent le monopole d'une vérité neutre et universelle. Et nous, aujourd'hui, nous sommes les héritiers inconscients de cet épistémicide. Chaque fois que nous citons uniquement des penseurs occidentaux, chaque fois que nous ignorons les apports des cultures non occidentales, nous perpétuons ce système d'exclusion. Pourtant, l'épistémicide n'est pas une fatalité. Reconnaître son existence, c'est déjà ouvrir une brèche dans son pouvoir. Imaginez un monde où toutes les voix se font entendre, où les récits de l'Empire Songhai voisinent avec ceux de l'Europe des Lumières, où les contes amérindiens illuminent nos manuels d'histoire. Ce monde, nous pouvons le construire en déconstruisant les hiérarchies du passé et en redonnant vie au savoir oublié. Car, en vérité, chaque culture, chaque savoir est une étoile dans le ciel infini de l'humanité. La fausse cause populaire, bandwagon fallacy. Prétendre qu'une idée est vraie ou bonne simplement parce que tout le monde y croit. Exemple, mention de la popularité de la théorie des cordes, string theory, à une certaine époque, comme si sa popularité prouvait sa validité. L'idée que tout le monde y croit, donc cela doit être vrai, est erronée, car tout le monde peut se tromper. La diversion, red herring fallacy. Détourner l'attention du sujet principal en introduisant un sujet non pertinent. Exemple. Lorsqu'on discute de la criminalité, un politicien change le sujet pour parler d'économie afin d'éviter de répondre à la question initiale. Cette erreur se produit lorsqu'un orateur tente d'éviter de répondre à une question ou de faire face à un problème en introduisant un sujet différent. L'attaque personnelle, ad hominem attack. Attaquer une personne au lieu de discuter de son idée ou de son argument. Exemple. Qualifier un politicien de paresseux pour discréditer sa réputation plutôt que de débattre de son plan pour créer des emplois. Se concentrer sur les défauts d'une personne ne prouve pas que ses idées ou ses plans sont erronés.
Le faux dilemme, either-or fallacy. Présenter uniquement deux choix comme si ce sont les seules options possibles, alors que d'autres existent. Exemple, soit nous avançons avec ce plan, soit nous retournons aux anciennes méthodes. La plupart des situations offrent plusieurs options et pas seulement deux comme cela est souvent présenté. La pente glissante, slippery slope fallacy, affirmer qu'une petite action mènera inévitablement à une série de conséquences négatives exagérées. Exemple, si l'âge légal pour boire est abaissé à 18 ans, on pourrait prétendre que cela entraînera à terme l'autorisation des enfants de boire ou de conduire. Une étape unique ne mène pas nécessairement à des conséquences catastrophiques. C'est une supposition infondée. La fausse cause, false cause fallacy, supposer une relation de cause à effet entre deux événements sans preuve qu'ils soient liés. Exemple, une personne pense qu'un maillot porté pendant un match porte chance à son équipe. La coïncidence entre deux événements ne prouve pas qu'il existe une relation causale entre eux. La généralisation hâtive, hasty generalization, tirer une conclusion générale basée sur une seule expérience ou très peu d'exemples. Exemple, une personne pense que tous les consultants sont peu fiables à cause d'une mauvaise expérience avec un consultant. On ne peut pas juger un ensemble entier sur la base d'un petit échantillon ou d'une expérience isolée. Conclusion. Ces erreurs affaiblissent la crédibilité d'un orateur et mènent à des arguments illogiques. Les comprendre permet de les repérer et d'éviter de les commettre lors de discussions. La technique du stop est une méthode simple et efficace pour se recentrer sur l'instant présent, souvent utilisée dans la méditation pleine conscience. Elle est particulièrement utile lorsque l'on se sent submergé, stressé ou distrait. Voici en quoi elle consiste. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Prenez une pause, même très courte, pour interrompre le flot d'action ou de pensée. Respirez profondément et consciemment. Cela permet de calmer votre esprit et de revenir à votre corps. Prenez quelques inspirations lentes et profondes pour réduire la tension. Prenez conscience de ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de vous. À l'intérieur, comment vous sentez-vous? Quelles sont vos pensées, émotions ou sensations physiques? À l'extérieur, quelles sont les sensations autour de vous? Sons, images, odeurs, etc. Essayez de le faire sans jugement, simplement en constatant. Revenez à ce que vous faisiez, mais avec une intention claire et un esprit plus centré. Vous êtes désormais mieux équipé pour agir avec calme et lucidité. Pourquoi cette technique fonctionne? Elle interrompt le mode pilote automatique qui nous éloigne souvent du moment présent. Elle réduit l'impact des émotions négatives ou du stress en vous reconnectant à votre respiration et à vos sensations. Elle aide à développer la pleine conscience en s'entraînant régulièrement. Vous pouvez l'utiliser à tout moment de la journée, même en situation professionnelle ou personnelle, pour vous recentrer rapidement. Pour intégrer la technique STOP dans votre quotidien, réglez votre téléphone sur plusieurs rappels tout au long de la journée. À chaque sonnerie, prenez une pause pour pratiquer cette méthode. Cela vous aidera à vous ancrer régulièrement dans l'instant présent et à développer une meilleure pleine conscience au fil du temps. Les citations les plus intelligentes sont, souvent, celles qui nous incitent à réfléchir et à changer notre façon de voir le monde. Elles nous poussent à remettre en question nos croyances, nos comportements et nos perceptions. L'une de ces citations est celle de George Eliot, qui disait « Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que vous auriez pu être ». Cette citation nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre nos rêves et réaliser notre plein potentiel. En outre, Pythagore nous rappelle qu'on reconnaît un fou à son discours et un sage à son silence. Cette citation met en évidence l'importance de l'écoute et de la réflexion avant de parler. Confucius nous dit également que si vous êtes la personne la plus intelligente dans la pièce, vous êtes dans la mauvaise pièce. Cette citation met en avant l'importance de s'entourer de personnes qui nous poussent à grandir et à apprendre. Enfin, Socrate nous rappelle que la chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. Cette citation met en lumière l'importance
de se relever après un échec et de continuer à avancer. Ces citations nous rappellent l'importance de la réflexion, de la remise en question et de la croissance personnelle. Elles nous incitent à être plus attentifs à nos pensées, nos paroles et nos actions, et à chercher constamment à améliorer notre compréhension du monde qui nous entoure. Avez-vous déjà pris le temps de rester seul, dans le calme et la réflexion, sans chercher de distractions extérieures? Blaise Pascal, éminent philosophe, a dit un jour « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. » Cette citation reflète sa réflexion sur la condition humaine et le rapport que les individus entretiennent avec eux-mêmes. Pascal critiquait notre tendance à fuir le calme et la solitude. Au lieu de faire face à nos pensées profondes ou à des vérités existentielles, nous avons tendance à nous remplir de futilité pour éviter la confrontation avec nous-mêmes. Cette difficulté à demeurer en repos reflète une sorte d'inquiétude ou de malaise intérieur. Cette réflexion est plus pertinente que jamais aujourd'hui, à l'ère moderne, où les distractions sont omniprésentes. La technologie et les réseaux sociaux nous empêchent souvent de nous plonger dans des moments d'introspection. Prenez donc le temps de vous asseoir, de vous déconnecter et de réfléchir. Le malheur des hommes peut provenir de notre incapacité à rester seul, mais en apprenant à apprivoiser le silence et la solitude, nous pourrions trouver une paix intérieure précieuse.